Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Phytophthora capsicii, mieux le connaître pour mieux le prévenir. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité qui vise à connaître ce champignon et les méthodes de lutte, incluant la gestion de l'eau. Mon nom est Alex-Antoine Fortier-Brunel. Je suis agronome en production maraîchère de la Direction régionale des Laurentides et je suis co-avertisseur du réseau RAP Solanacé et je serai votre animateur pour les 2 prochaines heures. Je suis accompagnée de ma collègue Riva Cana, qui est agronome et conseillère en horticulture maraîchère et en production biologique de la Direction régionale de la Montérégie et ma co-avertisseur du réseau RAB Solanacé. Elle va être responsable de la section clavardage et de la période de questions. Je vous rappelle que le webinaire est présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, avant de laisser la parole à nos conférencières, je vais vous rappeler le programme de la journée et je vais vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de la présentation. Alors aujourd'hui, on a 2 conférencières qui vont prendre la parole. D'abord, Isabelle Couture. Isabelle est agronome, conseillère en production maraîchère à la Direction régionale de la Montérégie et elle est aussi avertisseuse du réseau d'avertissement phytosanitaire pour les cucurbitacées. Donc, elle va nous présenter la biologie de Phytophthora capsicii et va nous donner des exemples de pratiques au champ pour diminuer ses impacts. Ensuite, Madame Hélène Bernard, qui est ingénieure à la Direction régionale de la Mauricie et conseillère en agro-environnement. Elle va nous indiquer comment mieux comprendre et gérer l'impact de l'eau au champ pour réduire les dommages et la propagation de Phytophthora capsicii. Donc, on va présenter les 2 conférences sans pause. Donc, on termine à midi et nous aurons du temps pour la période de questions à la fin. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter le webinaire. J'invite Isabelle Couture à ouvrir sa caméra et à partager sa présentation. Ensuite, nous allons enchaîner directement avec la présentation d'Hélène Bernard. Donc, Isabelle, la parole est à toi. Super, merci Alex. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien commencer par une petite photo de famille pour présenter le sujet. Donc, Phytophthora capsicii fait partie d'un grand groupe de champignons qu'on appelle oomycètes. Ces oomycètes-là sont vraiment très, très particuliers parce qu'ils s'approchent plus des algues que des champignons vrais, à l'exception comme de raisons qui n'ont pas de chlorophylle. Puis on distingue les champignons, les oomycètes qui vivent dans le sol et ceux qui vont voyager par le vent. Je vais mettre mon petit pointeur laser. Et puis, ceux qui voyagent par le vent, vous en connaissez certainement. Il y a les albugots, que moi je connais pas vraiment, mais qui sont les rouilles blanches des crucifères. Par contre, les midioux, ça, on les connaît. Il y a d'abord le Phytophthora infestans, qui est le midiou de la pomme de terre et de la tomate. Et puis, il y a toutes les autres Peronosporacées, qui sont des parasites vrais, si vous voulez, des parasites stricts, là, si on veut. Donc, ils ont besoin de matériel vivant pour se propager. C'est pour ça que l'air va être vraiment un vecteur super important. En anglais, j'aime bien la distinction. Quand on parle de Phytophthora infestans, on va parler de late blight, alors que pour toutes les autres mildious, on les appelle downy mildew. Downy en anglais, c'est vraiment dufteux parce que les lésions de mildiou vont vraiment prendre une apparence là, d'un petit duvet mauve noir à la face inférieure des feuilles. Puis maintenant, si on parle de ceux qui vivent dans le sol, bien là encore, vous en connaissez. Pythium fait partie des homicètes qui, lui, va préférer les sols frais, humides. C'est un parasite de faiblesse, mais qui est bel et bien présent. Sinon, il y a aussi les pourritures racinaires des pois, des haricots. Et voilà nos phytophthora. Puis là-dedans, évidemment, il y a le Phytophthora capsicii, mais il y a un paquet d'autres phytophthora, dont Phytophthora soya, qui va s'attaquer au soya. Il y a le Phytophthora, pour ceux qui connaissent, qui font des fraises, des framboises, Phytophthora rubis qui va s'attaquer aux racines là, des framboises. Et puis, vous avez peut-être entendu parler là, de ce qui arrive dans les sapins de Noël, qui est causé aussi par un phytophthora qui vit dans le sol, qui est le Phytophthora abietivora.
Donc, tous ces phytophthora-là, comme les mildious d'ailleurs, les champignons à dissémination aérienne, se distinguent par leurs spores qu'on appelle zoospores, qui ont deux petites flagelles. C'est un peu comme des nageoires qui vont leur permettre de nager soit dans l'eau du sol ou encore dans l'eau libre à la surface des feuilles. Puis ça, c'est vrai, là, comme je vous dis, pour toutes les homicètes. Si on se rapproche de notre sujet, ben, Phytophthora capsifii, lui, il est connu depuis 1919-1918 même, parce qu'il a fait son apparition au Nouveau-Mexique dans une culture de piment. C'est d'ailleurs le piment qui a donné son nom au Phytophthora capsifii piment. Puis c'est en 1922 là, qu'il a été décrit de façon un petit peu plus exhaustive. Puis depuis, ben écoute, il s'est propagé aux États-Unis. Puis depuis ce temps-là, il est vraiment une menace sérieuse pour plusieurs États, dont l'État de l'Illinois, où on fait énormément de citrouilles de conserverie, qui d'ailleurs contribue à la sauce aux prunes. Mais bon. Et puis là-dedans, dans l'Illinois, on fait plus de 12 000 hectares là, de citrouilles de transformation. Au Michigan, on fait énormément aussi de concombres de transformation. Donc, vous ne serez pas étonné non plus que beaucoup de recherches en lien avec le Phytophthora capsifii a lieu dans ces deux États-là, entre autres. Là. Je pense à Mary Usbeck, qui est de l'Université du Michigan, qui a étudié énormément le Phytophthora capsifii. Donc, le Phytophthora capsifii est à peu près partout dans le monde où il y a des précipitations, où il fait chaud. Donc, ce sont les zones foncées là, sur la carte. Plus près de chez nous, au Québec, la maladie a été identifiée pour la première fois par le laboratoire de diagnostic en 1992, où malheureusement, il a créé la perte là, de 80 de poivrons dans un champ de 8 acres. Puis par la suite, on a un peu moins envoyé d'échantillons au laboratoire parce que lorsqu'on a vu la maladie pour une première fois, c'est assez reconnaissable. Donc, depuis 1992, malheureusement, où ça a été identifié en Montérégie, ça s'est propagé aussi dans plusieurs régions. C'est maintenant, il y a quelques cas en Chaudière, il y en a dans le centre du Québec, en Estrie, en Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Mauricie. Ici, pour l'anecdote, en 2004, ça a été vraiment une année catastrophique là, dans le concombre de transformation, qui à l'époque était super important en Montérégie, au centre du Québec. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait eu 125 mm de pluie en 2 jours. Et puis, ça a permis au Phytophthora capsifii là, de vraiment créer énormément de pertes. Donc, ça avait fait la une des journaux à l'époque. Ici, vous voyez, on est au 5 août 2004. On a fait un premier article sur les concombres beignes. Ensuite, un petit peu plus tard, le 19 août, les cornichons décimés. Fait que là, depuis ce temps-là, depuis 5 ans, écoute, c'est plus rare là, d'avoir des 140, 144 mm d'eau. Ici, on est en 2023. Vous vous rappelez certainement, là, le mois de juillet avait été catastrophique. Plusieurs régions avaient enregistré là, plus de 120 mm d'eau du 9 au 11 juillet. Donc, ça a été hyper propice là, au Phytophthora capsifii. Puis, vous en doutez, depuis tout à l'heure qu'on en parle, le facteur déclenchant pour l'apparition du Phytophthora capsifii, c'est de l'eau qui va rester stagnant à la surface du sol pendant au moins 24 heures, mais aussi des températures chaudes et évidemment des plantes hautes. Donc, on l'a dit, c'est un champignon qui aime beaucoup les températures chaudes par rapport au pythium tout à l'heure qu'on a dit, c'était aussi un homicète là, de plus de faiblesse, mais qui aime le printemps frais. Donc, lui, Phytophthora, sa croissance optimale, c'est 27 degrés Celsius. Par contre, une fois qu'il est dans sa plante haute, sa progression va se poursuivre également, peu importe la fourchette des températures, je vous dirais, parce que lui, ce qu'il aime d'abord et avant tout, c'est de pouvoir être dans un milieu où il y a de l'humidité. Puis on le sait que dans un fruit, que ce soit dans un concombre, dans une citrouille, ben, le pourcentage d'humidité se situe entre 60 et 90 d'eau. Donc, une fois qu'il a pénétré sa plante haute, ben, lui, il va poursuivre son développement malheureusement. Parlant de plantes hautes, depuis qu'on l'a découvert, il s'en est rajouté beaucoup.
Puis plus on l'étudie, plus il s'en rajoute. Donc, on a parlé des poivrons, des piments, évidemment, toutes les solanacées, à l'exception de la pomme de terre, y goûtent à des degrés divers. Par contre, la tomate semble un petit peu moins susceptible, mais quand même, on voit du Phytophthora capsicum sur la tomate. L'aubergine est un autre assez sensible et les cucurbitacées, évidemment. Mais on parle aussi des haricots frais, haricots conserverie, haricots de Lima, les pois, betteraves fourragères, navets, épinards. Plus récemment, heureusement pas au Québec, mais il s'agirait qu'on cherche, puis on en trouverait probablement dans la fraise en Californie, dans la carotte également. Donc la liste, ça rallonge continuellement. Le mode de survie du champignon, ben, en deux cultures, comme beaucoup de champignons de sol, le Phytophthora capsicum peut survivre 2 ans sous forme de mycélium dans les débris végétaux. Par contre, s'il y a des hauts spores, le champignon, lui, peut vivre très, très, très longtemps. On va en parler tout à l'heure, c'est quoi des hauts spores. Puis entre les deux, s'il n'y a pas de plante hôte, certaines mauvaises herbes pourraient jouer un rôle relais. Ça, je vous dirais, ça vient de la Californie, ça vient de la Floride. Ça n'a pas été vérifié au Canada, mais on pourrait le penser. Mais retenez ça, parce que les plantes hôtes, ben, c'est des mauvaises herbes qu'on a évidemment au Québec aussi. On parle du pourpier potager, on parle de la butilon, de la morelle noire. Donc, s'il n'y a plus de résidus, s'il n'y a pas d'eau spare, ça pourrait quand même maintenir le Phytophthora capsicum plus longtemps dans le sol. Fait que soyez vigilants quand même avec ces mauvaises herbes-là, même si on ne l'a pas démontré là, au Canada. Les hauts spores, c'est quoi maintenant? Ben, les hauts spores sont des spores sexués adaptés aux conditions extrêmes. Qui dit sexué dit aussi mélange génétique, donc variation génétique aussi. C'est une façon pour lui là, de se perpétuer, de s'améliorer aussi. Puis ces spores-là, comme on le voit ici sur la photo, ils comportent une paroi super épaisse qui lui permet de résister à la sécheresse, au froid intense, à une absence prolongée d'eau, pouvant aller jusqu'à 10 ans. 10 ans, mais dans les faits, ça pourrait même aller à beaucoup plus grand que 10 ans. Puis, comment se forment les spores? Ben, ici, une photo qui a été prise là, par moi il y a plusieurs années. Là, on est en sol humide. Ce ne sont pas des citrouilles blanches, c'est vraiment malheureusement des citrouilles qui sont infectées par le Phytophthora capsicum. Vous voyez, le sol est très, très humide. On voit un petit peu là, de vert, comme quoi l'eau a stagné longtemps. Fait que là, imaginez qu'à l'intérieur de ces citrouilles-là, il y a plein, plein, plein de mycélium parce que les citrouilles ont été envahies par le Phytophthora capsicum. Donc, il s'agit qu'il y ait un mycélium de type A1 et un mycélium de type A2 pour former un oospore. Donc, il y a un mélange génétique qui se forme. Puis ça, une fois qu'on a nos fameux oospores dans le fruit, ben le fruit va évidemment se décomposer, va s'aplatir, va pourrir et ces oospores-là vont se retrouver dans le sol. Donc, après, imaginez qu'on fait une rotation. On fait attention de ne pas revenir avant 5 ans dans ce sol-là, mais il s'agit qu'il y ait quelques oospores qui soient là, qui ont un sol qui est très humide, comme vous voyez ici, qui ont des températures chaudes. On est à peu près début août. Et puis, ben là, tout est beau. Notre fameux oospore va germer, va donner naissance à un sporange. Un sporange, lui, a 2 options. D'abord, le sporange pourrait décider, s'il y a des éclaboussures d'eau et de sol sur le fruit, de tout de suite germer directement et infecter le fruit grâce à son petit tube germinatif. Ou encore, l'autre option, le sporange peut former à l'intérieur de lui entre 20 et 40 zoospores. Zoospores, vous vous rappelez, hein, c'est les spores munis de 2 flagelles. Puis ça, ces zoospores-là, vu que le sol est bien, bien humide, puis en fait, il y aura libération du zoospore du sporange quand le sol est saturé d'eau. Fait que les petits zoospores, par la suite, peuvent aller nager soit vers les racines de la plante hôte ou encore vers le fruit qui touche le sol. Donc ici, vous voyez, il y a eu infection de zoospore ou de sporange. Puis 5 jours plus tard, ben là, on voit les symptômes qui apparaissent. Là, on voit le fin mycélium qui est vraiment très, très caractéristique de la maladie. Puis ça, ce mycélium-là,
C'est pas drôle parce que si on prend 1 cm², ben, il peut se cacher entre 50 000 jusqu'à 50 000 sporanges par centimètre carré, sachant que chaque sporange peut contenir entre 20 et 40 zoospores. Vous imaginez tout de suite là, le pouvoir là, d'infection de la maladie. Puis évidemment, là-dedans, il y a probablement beaucoup d'oospores qui peuvent se former aussi là, par croisement de mycélium de type A1 et A2. Donc, c'est vraiment une sacrée maladie. Puis, vous vous doutez, c'est vraiment la pluie qui est le facteur déterminant dans l'incidence et la progression de la maladie. Ici, c'est quelques exemples qu'on peut voir couramment, surtout si avec des pluies démentielles comme on a depuis quelques années, quand il tombe 100 mm d'eau en une journée, c'est sûr qu'il y aura des cuvettes d'eau, surtout si vous avez des zones compactées également. Ça peut être en bas de pente ici. Vous voyez, les plants sont très sains ici, là où l'eau ne stagne pas, mais là où il y a eu des accumulations d'eau, ça va être les premiers foyers de Phytophthora capsicii. Pareil ici, les plants sont très, très beaux, mais là où il y a des zones d'accumulation, il y a de la mortalité qui peuvent se faire. Ce que ça donne, une fois que l'eau s'est évacuée puis qu'on fait notre dépistage, ben, on va voir des zones qui sont vraiment flétries, qui sont en train de mourir, qui vont vraiment pas bien. Au départ, on pourrait soupçonner que c'est du flétrissement bactérien, par exemple, mais contrairement au flétrissement bactérien, c'est vraiment des grands foyers. Puis on peut vraiment imaginer très facilement qu'il y a eu des grandes accumulations d'eau. Puis généralement, c'est lorsque le plant est en début fructification qu'on va voir les premiers symptômes. Par exemple, ici, on doit être à la fin juillet, mais pas que. Il peut arriver dans des fermes où il y a des historiques de la maladie de voir apparaître Phytophthora capsicii là, dès la fin juin. C'est pas, je vous dirais, ça reste assez rare, mais ça pourrait arriver. Puis ça, c'est vraiment très, très malheureux parce qu'on sait que les plants vont mourir très rapidement lorsqu'ils sont très petits. Les symptômes, vous l'avez vu, hein, mais c'est caractéristique, le petit mycélium blanc, c'est un peu comme si on avait trempé le bout du fruit dans du sucre en poudre. Puis ça, c'est vraiment très, très caractéristique de la maladie. Ici, d'autres photos, on voit un zucchini jaune. Encore là, on voit le petit mycélium blanc. Ça va finir par ratatiner. C'est souvent accompagné d'une odeur âcre, aussi un peu vinaigrée quand il y a beaucoup de fruits qui pourrissent dans du melon d'eau. Ici, on voit moins le petit mycélium blanc, mais il est vraiment là. Et puis, on va y revenir, mais les lésions foliaires sont rares, mais très, très caractéristiques. Dans le concombre de transformation, c'est particulier parce que la maladie va souvent apparaître là, lorsqu'on est en pleine récolte. Par contre, le feuillage va rester très, très sain. Puis dès qu'on lève le feuillage, ben, c'est là qu'on voit les fruits qui pourrissent. Ce qui peut être à l'avantage des plants de concombre de transformation ou du concombre frais, si on fait une gestion très, très serrée, puis ça, en 2004, on ne le savait pas, on a tout de suite arrêté, les cribes ont arrêté de prendre des concombres de transformation. Mais si on a une régie très serrée, qu'on élimine hors du champ les fruits malades, s'il fait sec par la suite, on pourrait avoir d'autres récoltes de fruits qui sont sains. Donc, il y a un certain avantage là, avec les concombres parce que les plants semblent résister à la maladie. Donc, on parlait des taches foliaires tout à l'heure. En 2023, on a vu beaucoup de taches foliaires, mais comme je vous dis, fiez-vous pas là-dessus parce que souvent, on a des grosses pourritures de fruits sans avoir de taches foliaires qui sont très aqueuses, très, très bizarres finalement, très caractéristiques. Dans le poivron, ici, on voit que la maladie va vraiment suivre les rangs. C'est comme si le feu avait pogné là, dans le champ. C'est pas très beau à voir. Dans le poivron, il y a vraiment deux phases très distinctes, très facilement identifiables. D'abord, tu as la maladie qui va être plus d'origine vasculaire, où là, on peut imaginer des zoospores qui sont venus infecter les racines. Puis, les premiers symptômes vont se manifester visuellement sur les collets. Puis, après, la maladie va progresser sur tout le plant. Donc, ça va créer un brunissement puis la mort du plant.
Par contre, on pourrait aussi avoir une phase avec les éclaboussures de sol sur les fruits où on aurait des plants qui sont relativement en santé, mais où les fruits pourrissent parce que la maladie est apparue plus tard. C'est vraiment là, des pourritures de fruits suite à des grosses pluies, des éclaboussures qui ont contaminé les fruits. Sur tomate, on l'a dit, la tomate est légèrement plus tolérante. Puis il faut quasiment que la tomate baigne dans l'eau pour voir les symptômes. Des symptômes qu'il ne faut pas confondre avec le mildiou et Phytophthora infestans. Puis, comment ça se manifeste, le Phytophthora capsicii sur la tomate? C'est que les lésions vont être vraiment lisses, contrairement au mildiou, où généralement, là, le fruit va être très, très raboteux. On pourrait voir des pourritures post-récolte. Ça, c'est vraiment très triste à quelque part parce que les entreprises vont récolter les poivrons, les concombres qui vont être d'apparence saine, mais puisque l'infection va avoir eu lieu quelques jours avant la récolte, ben, c'est seulement une fois que les fruits vont être récoltés que là, ça va pourrir. Parce qu'on compte entre 5 jours, 3 à 5 jours pour que l'infection se manifeste, si vous voulez. Les symptômes de l'infection se manifestent. Donc, on pourrait récolter 3 jours après l'infection, puis les symptômes vont apparaître 2 jours plus tard. Fait que ça, c'est vraiment catastrophique. Là, souvent, c'est au moment de la livraison qu'on se rend compte que tous les fruits sont pourris. Des températures et l'humidité élevées favorisent le Phytophthora capsicii en post-récolte. On recommande quand même de transporter, d'entreposer les fruits à des températures d'environ 15 degrés Celsius. Mais une fois que c'est dans le fruit, ça va quand même se développer, là, on le dit, parce que c'est un milieu aqueux propice au développement de la maladie. Il vient d'où le Phytophthora capsicii? Ben, au Michigan, on considère que la présence de Phytophthora capsicii dans l'eau de surface a été un des facteurs significatifs à l'augmentation du nombre de champs contaminés depuis 30 ans et à l'accroissement des pertes. Ben, pourquoi? Parce que qui dit culture maraîchère, horticole, dit irrigation. Puis le Phytophthora capsicii, les zoospores, vont se retrouver dans les eaux d'irrigation, que ce soit les rivières, les ruisseaux, les fossés, les étangs. On peut retrouver malheureusement des zoospores là-dedans. Ici, c'est juste pour vous montrer une des techniques pour pouvoir détecter la présence de Phytophthora capsicii dans les eaux d'irrigation, c'est de finalement faire des appâts. Ici, c'est moi qui avais fait ça il y a plusieurs années, où on achète le matériel chez Dolorama, là, des petits paniers ajourés, ensuite une nouille pour permettre que le panier puisse flotter. Et puis, il y avait des capteurs de température. On met là-dedans, ça peut être des concombres, ça pourrait être une aubergine, évidemment des fruits qui sont sains, exempts de la maladie initialement, c'est la base. Il y a même des poires qui peuvent être utilisées. Puis, on les laisse baigner quelques jours dans une eau où on soupçonne la présence de zoospores. Et puis, après, on les envoie à un laboratoire qui peut, avec les techniques PCR, là, déterminer s'il y a du Phytophthora capsicii. Les techniques sont certainement affinées depuis le temps, les techniques de recherche, mais Marie-Ouzbek a procédé de cette façon-là et pour l'essai, c'est de cette façon qu'on avait tenté de valider la présence de zoospores. Donc, au Michigan, toujours, le suivi qui a été fait a démontré que les zoospores de Phytophthora capsicii sont fréquemment détectés dans les eaux de surface, mais que leur présence varie d'une semaine à l'autre. Fait que ça, c'est assez encourageant. Pourquoi? Ben, malgré un suivi très, très tôt au printemps pendant plusieurs années, puis tard à l'automne, les premières détections se font rarement avant le 20 juillet, puis les dernières détections se font vers la mi-septembre. Ça nous indique que finalement, les zoospores ne survivent pas à l'hiver. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les zoospores survivent mieux dans des sources d'eau dont la température est supérieure à 14, mais inférieure à 25 degrés Celsius. Ils ont vu aussi que les zoospores sont capables d'infecter des fruits, même après avoir passé 5 jours dans l'eau de surface. Mais ils ont vu que si il y a une contamination une année, ça ne veut pas dire qu'il va être contaminé à vie. Il s'agit plutôt de recontamination annuelle des étangs d'irrigation par ruissellement. Donc, ici, pour illustrer,
On a un étang d'irrigation. Imaginez ici qu'il y a plein de Phytophthora capsicii. Puis le positionnement de l'étang d'irrigation va favoriser malheureusement le ruissellement lors des fortes pluies. Donc, qui dit ruissellement dit aussi particules de sol. Particules de sol veut aussi dire risque de Phytophthora capsicii qui pourrait s'en aller dans l'étang d'irrigation. Maintenant, imaginez ici qu'il y a du poivron qu'on veut irriguer au goutte à goutte. Ben, tu pompes de ton étang d'irrigation, puis poup, tu viens de contaminer ton champ de poivron. Puis, il est fort à parier qu'il y aura aussi des hauts spores. Fait que on est parti pour avoir un autre champ contaminé très longtemps. Fait que ça peut être problématique, mais on pourrait imaginer un scénario similaire avec une rivière. Votre voisin a du Phytophthora capsicii, il y a des grosses pluies, il y a de l'eau de ruissellement qui tombe à la rivière. Vous pompez de la rivière, vous risquez vous-même d'infecter vos champs avec du Phytophthora capsicii. Aussi, on a parlé des eaux de surface, mais le pathogène peut aussi s'introduire dans des champs par l'apport de sols contaminés, transporté par la machinerie, par l'eau de ruissellement. Mais plus important encore, l'enfouissement de fruits malades dans des champs contribue à contaminer un champ qui n'avait pas la maladie. Ou à augmenter le niveau d'inoculum d'un champ déjà contaminé. On peut penser dans le concombre de transformation, par exemple, il n'était pas rare où des lots de concombres pouvaient être refusés pour une raison X. Fait que certains producteurs disaient, ben moi, je vais les prendre, ces lots-là, puis je vais les étaler dans mes champs. Ben ça a été des sources de contamination parce que oui, effectivement, dans les concombres malades, il y a possiblement du Phytophthora, fait que tu as un risque d'amener des hauts spores dans tes champs. Donc, les moyens de lutte, ici, j'ai mis en pâle variété, fongicides et gestion de l'eau parce que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose au niveau des 2 premiers picots. Dans les cucurbitacées, au niveau des variétés qui pourraient être tolérantes ou mieux encore résistantes, malheureusement, il n'y a rien. Par contre, dans le poivron, où il y a eu beaucoup plus de recherches, puis probablement parce que la génétique est plus facile, il y a quand même des variétés qui sont modérément résistantes ou dans le poivron doux et aussi dans le jalapeno. Par contre, il faut faire attention. Comme on l'a dit tout à l'heure, les hauts spores, il y a comme un croisement génétique qui se fait grâce à ça. Donc, ça peut être vrai pour certaines descendances là, de Phytophthora capsicii, mais il faut faire l'essai chez vous parce que il y a quand même de la diversité génétique au niveau du Phytophthora capsicii. Moins que d'un champignon aérien, mais il peut y en avoir aussi parce qu'il y a des recombinaisons génétiques. Fait que même si on dit que c'est modérément résistant, c'est peut-être pour des secteurs dans le sud des États-Unis, au Midwest, peu importe, là, aux États-Unis. Fait que nous, on a peut-être des recombinaisons génétiques qui sont un petit peu différentes, qui vont altérer là, probablement les résistances. Donc, il faut faire des essais chez vous. Au niveau des fongicides, là encore, d'abord, c'est un champignon qui est extrêmement agressif, donc il ne faut pas attendre là, des miracles des fongicides. Autant ces fongicides-là fonctionnent bien sur le mildiou, parce qu'il reste à surface de la feuille, que pour le Phytophthora, c'est extrêmement difficile. Puis en plus, l'autre difficulté, c'est que ce sont toutes des groupes 40. Tu sais, parfois, au mieux, ils vont être mélangés, mais ça peut être très prompt là, à la résistance. Il y a les acides phosphoreux qu'on ne peut explorer. Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, mais qui vaudrait peut-être la peine finalement qu'on fasse l'alternance parfois avec d'autres fongicides. Fait que ça reste à explorer, là. Parce que les acides phosphoreux peuvent être très intéressants pour d'autres types de Phytophthora, mais dans le Phytophthora capsicii, on en parle très peu. Mais ça reste à explorer. Certaines recherches ont démontré là, qu'au niveau du concombre, toujours, ça serait idéal là, de pulvériser pour protéger nos concombres lorsque les concombres sont très petits, dès qu'ils ont 2,5 cm en préventif, ensuite 5 cm et 7,5 cm. Puis il faudrait commencer les applications là, pour les autres champs de cucurbite ou même solanacées dès la mi-juillet. Ce qui est quand même rapide, là. Puis évidemment, idéalement, juste avant une pluie,
et après la pluie. Mais c'est évidemment pas très réaliste, surtout quand on a des plus de 60-70 millimètres d'eau qui tombent, là. Fait que c'est ça. Les fongicides peuvent aider à retarder la maladie, mais quand la pression est vraiment là puis qu'il pleut tout le temps, ça va être difficile. Si on avait des longues périodes d'absence de pluie, c'est là que ça aiderait vraiment. Il nous reste la gestion de l'eau et du sol. Donc, si vous irriguez, c'est aussi bien, bien important de suivre les quantités d'eau apportées pour ne pas saturer le sol d'eau. Parce qu'on pense à Californie, en Floride, ils ont aussi du Phytophthora capsicum. Puis souvent, ça peut être des excès d'irrigation ou ça peut être des bris au niveau du tuyau de goutte à goutte ou d'aspersion, je ne sais quoi, qui va faire en sorte que des excès, puis des premiers foyers de maladies vont apparaître. Il faut faire aussi attention à utiliser des sources d'eau exemptes de Phytophthora capsicum. S'assurer que l'eau stagne le moins longtemps possible dans les champs. Donc, il faut faire attention aux bas de pente, aux baissières, aux zones compactées. Puis, faites travailler les cultures de couverture. C'est super important parce que plus on amène la diversité dans le sol, plus on amène un microbiote qui va peut-être être capable de faire compétition un petit peu au Phytophthora capsicum, c'est mieux encore. Ça peut aussi éviter d'avoir des éclaboussures de sol sur nos fruits. Puis d'ailleurs, il y a un très, très bon document qui vient de sortir, qui est disponible gratuitement sur AgriRéseau, qui a été fait par Nadia Sordek et son équipe de Pleine Terre, qui est vraiment intéressant, qui parle beaucoup des cultures de couverture en intercalaire, en dérobé après la récolte hâtive, après la récolte tardive, avant l'implantation tardive. Donc, il y a un paquet d'options, même en production maraîchère, pour insérer des cultures de couverture. Fait que ça peut être aussi une très, très bonne pratique. Donc, toujours en gestion aménagement des sols, ben, c'est peut-être intéressant de faire un semis de culture de couverture, puis ensuite sous-soler pour aider à décompacter le sol. Il faut respecter des rotations d'au moins 3 ans de culture pour éviter d'avoir des résidus de culture sur lequel il y aurait du mycélium de Phytophthora capsicum. Mais on ne se comptera pas d'histoire. S'il y a des hauts spores dans vos champs, même une longue rotation sans plante haute va quand même fera pas en sorte qu'on va l'éviter, malheureusement, le Phytophthora capsicum. Ici, des très, très belles photos de producteurs innovants en Montérégie. Puis maintenant, c'est une pratique qui est plus répandue pour faire des semis sur culture de couverture qui vont aider à retarder, voire même éviter du Phytophthora capsicum. Mais là encore, ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut aider dans certains cas. Puis évidemment, on ne se lance pas sur du seigle d'automne là, comme ça. Il faut vraiment beaucoup d'essais d'erreurs. Les producteurs ont été très, très persévérants pour mettre ça à leurs mains. Mais quelques photos, ici, vous voyez, c'est très, très beau. Le principe, en fait, du seigle d'automne en semi-direct pour vos cucurbitacées, c'est que ça crée un paillasson, ça crée un tapis qui va isoler vos fruits, finalement, du sol qui est contaminé, là. Puis, ça va éviter justement des splashes de sol sur vos fruits. Donc, on atténue le risque d'apparition du Phytophthora capsicum. Vous voyez, vos fruits reposent sur le paillis de seigle, mais comme je vous dis, ce n'est pas miraculeux parce qu'il s'agit que vous ayez, pour une raison ou pour une autre, moins de seigle. Par exemple, c'est sûr que si vous avez des cuvettes ou si ça gèle à l'hiver ou si c'est un sol qui est mal égoutté, ben, le seigle, lui non plus, là, ne fera pas de miracle. Il va peut-être moins s'installer, moins bien s'implanter. Donc, ça risque d'être dans ces zones-là aussi qui risquent d'avoir du Phytophthora en premier. Ici, vous voyez, on voit le fruit qui atteint le Phytophthora là où le sol est à découvert, alors que les fruits ici sont très, très beaux. Encore un exemple, là, on sent là, que le seigle est moins épais, il y a apparition de la maladie. C'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle. On est là pour atténuer la problématique, mais ça peut aider. Les mesures additionnelles, ben, choisir des champs sains, isoler des champs infectés pour éviter justement qu'il y ait du ruissellement puis qui irait contaminer les champs qui sont sains. Il faut nettoyer l'équipement agricole avant de passer d'un champ à l'autre. Il faut aussi toujours commencer par les champs sains et terminer par les champs où la maladie est présente.
On pourrait tenter d'arracher les débuts de foyers d'infection, enlever les plants dans un périmètre de 2 mètres autour des plants infectés, mais je vais vous le dire, c'est pas miraculeux non plus. On l'avait essayé dans du poivron dès qu'on a vu des foyers de Phytophthora capsicii. Puis malgré ça, la maladie s'est poursuivie. Idéalement, mais là encore, ça dépend toujours de votre système, lorsque les cultures sont en paillis de plastique, ben, faire des buttes qui sont très hautes peut aider à avoir un meilleur égouttement, peut éviter aussi qu'il y ait des splashes de sol sur les fruits. Ça peut aider, mais là, c'est pas miraculeux non plus. On a parlé tout à l'heure des cultures intercalaires, mais si les cultures sont dressées, ça peut aussi atténuer là, les éclaboussures de sol sur les fruits. Puis, encore une fois, il ne faut pas enfouir des fruits malades dans un champ sain. Ici, très, très rapidement, c'est un clin d'œil parce que Hélène Bernard va en parler beaucoup mieux que moi, mais il est possible de faire un pré-diagnostic sur un faux sol d'éventuels problèmes. Par exemple, vous pourriez décider d'aller voir vos photos de champs très tôt au printemps. Qu'est-ce que ça a l'air? Pour voir s'il y a des zones qui sont moins bien égouttées, moins bien drainées. Comme ici, on voit qu'il y a des zones d'humidité au printemps. Puis après, d'accoler ça à des photos aériennes de vos cultures qui ont été faites là, en période de croissance pour voir, ben, écoute, ça a-tu un impact, ces zones-là, sur mes cucurbitacées, mes solanacées, peu importe. Puis ici, ben oui, il semble avoir moins de densité. Donc, ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour dire, ben, écoute, je pense que je vais investiguer ces zones-là là, quand même. Puis au champ, vous allez voir si vous avez des foyers de Phytophthora capsicii. C'est encore plus évident, là. Mais ça peut être un outil intéressant, puis Hélène va en parler tout à l'heure. Donc, la conclusion, c'est que le Phytophthora capsicii est malheureusement là pour rester, surtout avec les changements climatiques qu'on subit, les précipitations importantes qui semblent se maintenir là, d'année en année. La virulence de la maladie est reliée aux excès d'eau dans le sol. Fait que si on a un été qui est très, très sec, ben écoute, merveilleux, parce que même si vous avez une historique de la maladie, ben, il est fort à parier que la maladie va se tenir relativement tranquille ces années-là. Il va être toujours possible de cultiver des plants sensibles dans des sols contaminés. Par contre, ça va demander vraiment de maximiser la santé des sols, la santé des plantes. Il faudra y voir de façon encore plus serrée. Des aménagements qui visent un meilleur égouttement devront aussi être faits pour éviter que l'eau ne séjourne sur le sol plus de 24 heures après une pluie. Puis je vous inviterai, si vous avez le temps, d'aller voir une très bonne présentation d'un producteur qui est aux prises avec le Phytophthora capsicii depuis de nombreuses années, mais qui réussit très, très bien malgré tout, qui est vraiment un producteur là, à la fine pointe, puis qui voit à la santé de ses plantes, de son sol, puis qui réussit malgré tout. Donc, un message pour dire oui, c'est une maladie, une sacrée maladie, mais qu'on peut quand même, malgré tout, avoir de bien s'en sortir. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre attention. On pourra prendre vos questions tout à l'heure. Et puis, je vais maintenant céder la place à ma collègue Hélène Bernard qui va vous parler de l'amélioration, la gestion de l'eau pour prévenir et réduire les dommages causés par Phytophthora capsicii. Je vais vous parler du thème de l'amélioration de la gestion de l'eau pour prévenir et réduire les dommages causés par Phytophthora capsicii. C'est sûr qu'après la présentation d'Isabelle, je pense que ça met bien la table puis ça donne le goût de s'améliorer à ce sujet-là. De toute façon, j'ai le goût de vous dire que la gestion de l'eau, réussir sa gestion de l'eau, c'est un but ultime. Il faut qu'il y ait de l'eau qui soit disponible pour les plantes. Puis, on est dans un contexte de changement climatique qui est difficile. On a des pluies qui sont abondantes, prolongées, qui sont courtes et fortes, qui sont aussi des fois absentes. Fait qu'on a aussi des périodes de sécheresse. Puis ces phénomènes-là, selon les experts en changement climatique, bien, ils sont là pour rester, ils sont là même pour empirer. Donc, il faut être capable d'avoir de l'eau en quantité adéquate, au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire que ça en prend, dans le fond, en début de saison pour la germination, pour que les transplants puissent s'implanter. Ça en prend aussi durant les périodes sèches, quand on en a besoin aussi en profondeur. Donc, il faut que la matrice de sol soit notre réserve.
puis soit dans le meilleur état possible pour pouvoir accueillir les excédents, mais aussi conserver l'eau qu'on reçoit. Par rapport au Phytophthora, je le répète un peu, mais on vient de l'entendre. C'est sûr que, comme je vous dis, réussir sa gestion de l'eau, c'est une priorité parce que ça permet d'optimiser les rendements puis de prévenir des maladies, celles-là et d'autres maladies. Puis aussi, ça permet d'avoir de l'agrément pour pouvoir faire toutes les opérations qu'on a à faire dans le champ avec efficacité, puis dans le fond, de les réussir. Mais on comprend qu'on veut éviter l'eau stagnante pendant plus de 24 heures. On veut éviter que le champignon se propage. Puis, on veut aussi, ça, je vais faire un petit point à la fin là, sur l'eau d'irrigation, on veut éviter de contaminer des champs sains avec de l'eau d'irrigation. Fait que ça, je vais vous montrer un exemple là, à la fin de la présentation. La façon que je procède, moi, en gestion de l'eau, je vais de façon très systématique, puis je vous recommande de faire ça aussi. Donc, j'essaie de regarder d'abord de loin le champ, la zone, la parcelle ou le champ ou le bloc de champ, pour après ça me rapprocher puis regarder vraiment de proche. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a tendance à regarder juste de proche puis à se dépêcher, à regarder les zones infectées, la localisation des dommages, on veut faire des profils de sol. Mais avant, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se reculer, de faire un pas en arrière, puis de regarder de façon très globale. À présent, on a des outils qui sont disponibles en ligne, ça va super bien, comme InfoSol, il y a Forêt ouverte, il y a des cartes interactives sur les milieux humides, il y a des photos satellitaires aussi qui sont disponibles gratuitement. Vous avez des cartes de rendement peut-être dans l'horticole, je sais moins, mais peut-être que vous avez des cartes de rendement aussi. Il faut donc prendre le temps de bien faire les choses, puis de regarder tout ça. Fait que je vais vous montrer ça dans la présentation, puis ensuite, je vais vous parler de ce qu'on peut faire de proche, avec toujours là, dans l'idée qu'il faut faire attention si on travaille dans un champ qui est infecté. OK, fait que de proche, de loin, ça va. Qu'est-ce qu'on regarde de proche et de loin? On regarde 3 choses. On les regarde dans cet ordre-là. Donc, le réseau hydraulique, le drainage de surface et le drainage souterrain. Ce que j'entends par réseau hydraulique, c'est comme la grosse eau. C'est là où l'eau va s'évacuer. Donc, c'est l'hydrographie, les fossés, les cours d'eau, c'est la grosse topographie, c'est la position du champ par rapport à son bassin versant. C'est vraiment les tendances générales. C'est important de les comprendre avant là, et de faire le diagnostic au champ et aussi pour les solutions plus tard, ça va beaucoup nous aider. Après ça, le drainage de surface, c'est vraiment, on se rapproche un peu, là, c'est sur le champ lui-même. Donc, comment la goutte d'eau atteint le réseau hydraulique par la surface. Donc, l'hypsométrie, ça, ce sont les courbes de niveau. Il y en a, vous allez voir, au 10, au 20 cm, il y en a toujours au mètre. Donc, c'est la topographie finalement. La pédologie, évidemment, le type de sol, ça nous donne un indice sur la capacité d'infiltration, peut-être potentielle de ce champ-là. On a les modèles numériques de terrain aussi qui sont vous allez voir, là, des couleurs qui nous permettent de mieux comprendre les points hauts, les points bas, les baissières et tout ça. Les tracés d'écoulement, les cuvettes, on peut faire des profils d'élévation aussi pour comprendre le drainage de surface, etc. Après ça, le drainage souterrain, malgré le fait qu'on aurait le goût de regarder déjà tout de suite la nappe, elle est où, il y a moyen de le regarder de loin. Fait qu'avec la pédologie, avec la profondeur du réseau hydraulique aussi à proximité du champ, les milieux humides à proximité, les plans de drainage souterrain des voisins, on peut se faire une idée de comment est gérée la nappe phréatique là, dans ce champ-là. Fait que je vais vous donner des exemples. Par exemple, ici, ce qu'on peut apprendre en regardant de loin par rapport au réseau hydraulique, c'est un champ qui est à Saint-Anne-de-la-Pérade, qui est ici, qui a 3 hectares. Puis ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ici, c'est l'autoroute 40, puis ici, c'est la 138. Fait que, tu sais, a priori, on aurait le goût de se dire, ben, tu sais, l'eau va couler vers le fleuve, donc vers le sud. Puis, ça devrait être comme ça que le réseau hydraulique se comporte. Cependant, quand on va sur Internet puis qu'on fouille, par exemple, ici, ça, c'est sur InfoSol que j'ai trouvé ça. Le champ il est ici, puis j'ai mis la couche d'hydrographie ligne et j'ai mis les vieilles cartes hydrographiques. Donc, là, j'ai mis une ligne rouge par-dessus, là, mais en fait, c'est que le cours d'eau qui dessert le champ, donc le cours d'eau qui fait que le champ peut se vider,
Au lieu de s'en aller directement vers le sud, il remonte vers le nord, il tourne vers l'est. En tout cas, il fait un petit peu le tour du monde avant de rejoindre le fleuve. Fait que ça nous met la puce à l'oreille qu'il y a peut-être quelque chose par rapport au réseau hydraulique. Quand on se rapproche un peu puis qu'on regarde les écoulements préférentiels, ça, je suis allée sur forêt ouverte. Je vous encourage à l'essayer, forêt ouverte. Il y a entre autres, des photos aériennes récentes facilement disponibles. Puis, il y a cette couche-là que j'aime beaucoup, l'écoulement préférentiel issu du LIDAR, qui n'est pas les cours d'eau, mais qui sont des tendances là, de où l'eau passe là, à proximité, puis dans le champ et tout ça. Fait qu'on le voit encore, là, que l'eau, au lieu de quitter vers le sud, elle s'en va vers l'est, vers le nord. C'est un peu ce qu'on avait vu ici, mais de façon plus rapprochée. Nous, ce qu'on veut, c'est cultiver ce champ-là. Ensuite, je prends la peine maintenant, plus souvent qu'il y a 5-10 ans, disons, là, de regarder les milieux humides à proximité, d'abord parce qu'ils sont disponibles à plusieurs endroits, puis aussi parce que je trouve que ça nous parle sur la gestion de l'eau souterraine, dans le sens où, par exemple, ici, on a des marécages puis des tourbières très proches du champ à l'étude, fait qu'on se dit, ouais, tu sais, l'eau quitte pas nécessairement bien naturellement ce champ-là. Cela dit, il y a des solutions à ça, on va en parler plus tard. Là. On peut, par exemple, forcer l'eau à descendre vers le sud là, pour améliorer l'égouttement du champ. Ça, on en reparlera plus tard. Fait que ça, c'est un exemple pour le réseau hydraulique. Ensuite, on passe au drainage de surface ou à la gestion de l'eau de surface. Je pense que tout le monde, en 2023, on a eu un cours pratique accéléré de gestion d'eau de surface. C'était quelque chose. Hein? Rappelez-vous, les pluies qui étaient, en fait, tout le temps. Il y en avait tout le temps, aux 2 jours. Le sol était souvent saturé. Ce qu'on ne voit pas d'habitude durant l'été ou qu'on voit peu, c'est vraiment un défi dans ce temps-là. En 2024, ben là, je crois que dans plusieurs régions du Québec, en tout cas à Mauricie, on a eu les vestiges de l'ouragan Débby. Donc, une pluie de plus de 100 mm là, sur 30 heures à peu près, là, ça a été quelque chose, ça aussi. Donc, je pense que je vous êtes convaincus qu'il faut sortir l'eau de surface. Pour ça, ben, il faut savoir comment ça se comporte. Donc, est-ce qu'il y a des cuvettes? Est-ce qu'on a des raies de curage ou d'autres aménagements, des rigoles d'interception qui sont inefficaces, par exemple ici? Il faut cesser de compter sur l'efficacité de l'infiltration du sol pour gérer l'eau de surface parce que ça va fonctionner. Dans certains types de sols, ça peut fonctionner, des sols bien structurés, des sols très sablonneux, des sols avec du gravier, mais ça a une fin tout ça parce que les points bas, ce sont des points où l'eau de surface, justement, s'accumule. Donc, dans le transport, dans le mouvement de l'eau, en fait, de surface, il y a un transport de sédiments fins qui se fait. Puis l'eau, quand elle atteint ces points bas-là, elle attend finalement son tour pour s'infiltrer. Puis là, les sédiments fins vont colmater les macropores du sol. Puis ça va comme être un problème qui va s'empirer parce que le sol va être de moins en moins capable d'infiltrer de l'eau. Puis aussi, ben, on a tendance à vouloir passer dans le champ parce que tout le champ est prêt, par exemple, à semer ou à transplanter ou à faire une opération culturelle pour laquelle on veut aller. Mais là, on y va quand même, donc on va avoir tendance à compacter, puis là, on va créer un problème là, qui va s'accentuer au fil du temps. Fait que ça, c'est pas à négliger, là, tous ces points-là. C'est sûr que quand on a ces problèmes-là, ben, on veut les corriger. Je vous donne un exemple ici de nivellement là, GPS. Je pense que ça peut être une solution par rapport à la gestion de l'eau de surface. Fait que, en premier, c'est important de faire un relevé microtopographique, soit en collaboration avec le niveleur, ou vous pouvez le faire là, si vous avez les outils appropriés comme le RTK et tout ça, là, le Z en fait, là, pour prendre les données. Sur un tracteur, sur un 4 roues, sur un côte-à-côte, peu importe. L'idée, c'est qu'on prend un relevé, donc on a une topographie initiale. Puis, il faut élaborer un plan de nivellement. Je vous conseille de faire affaire avec des gens qui sont habitués d'en faire. Le but, c'est que la goutte d'eau qui va tomber sur le champ, à n'importe quel endroit du champ, va le quitter puis va atteindre le réseau hydraulique. C'est ça le but du nivellement. Donc, si elle ne s'infiltre pas parce que la capacité d'infiltration du sol est inférieure à la pluie qu'on reçoit actuellement, elle ne s'infiltre pas parce que on est en condition de sol saturé parce qu'on est au printemps ou parce qu'il y a eu des pluies prolongées plusieurs jours de suite ou parce qu'on a un redout hivernal. Dans tous les cas, on veut que par gravité, sur la surface du champ, là, sur la surface du sol, la goutte d'eau rejoigne le réseau hydraulique. C'est ça notre but. Donc, pour niveler, il faut faire ça par temps sec.
il faut faire ça parce que, dans le fond, ça prend une mie. C'est quand même difficile pour le sol aussi, là. Ça scrape, en fait, la structure du sol, là. Fait que ça va être important de semer une culture de couverture après, de le faire par temps sec parce que ce sont des équipements lourds qui ont tendance à compacter. Puis, après ça, donc, on va prévoir le semis d'une culture de couverture, puis on va faire des profils de sol pour voir s'il faut sous-soler. Le sous-solage, comme le disait Isabelle, on va faire ça après la culture de couverture, qu'elle se soit implantée. Puis, ça va être notre dernière opération avant l'hiver. Comme ça, on va profiter du gel des gels, si on en a besoin, évidemment. Donc, c'est une opération qu'il faut planifier. C'est super important parce que ça prend du temps et certaines conditions pour le réussir. Puis là, ça, c'est spécifique vraiment aux champs contaminés. Évidemment, vous voyez, là, on va promener du sol, on va couper à des places, on va remplir à d'autres. Fait que là, il ne faudrait surtout pas comme prendre des zones contaminées puis les envoyer dans des zones saines. Donc, il y a plusieurs stratégies si on nivelle. D'abord, on pourrait décider de vider les baisseurs autrement. Ça, je vais vous en parler tantôt par certains artifices. Si on décide de niveler, en tout cas, il faudra faire une zone de gestion justement quand on planifie le nivellement là, avec une zone, disons, contaminée, qu'on va niveler à la fin, puis qu'on va, après ça, on va nettoyer les équipements, puis on va niveler le reste du champ en premier. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut s'attarder sur la méthode pour ne pas empirer notre situation parce qu'on sait que ça reste dans le sol. Puis évidemment, ça, c'est quand on est en curatif. Sinon, on essaye de faire ça en prévention là, avant que les problèmes s'installent. Le drainage souterrain. Le drainage souterrain, ça peut sembler quand même assez évident. On appelle un draineur ou on pose des drains, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Je vous invite à regarder là, le guide technique de diagnostic et de drainage souterrain qui a été mis à jour dernièrement. Vous allez voir là-dedans, il y a plusieurs concepts. La conductivité hydraulique du sol, le taux de rabattement de nappe qu'on veut avoir en fonction de nos besoins, de notre culture, de notre régie. On a besoin de choisir un écartement, une orientation, la grosseur des collecteurs, la position des sorties de drain. C'est une opération qu'on ne fait vraiment pas souvent, le drainage souterrain. On comprend que le nivellement, on va le faire au besoin. Ça se peut qu'on ait besoin de le refaire parce que le sol va rebouger, on va refaire d'autres opérations culturelles. Ça se peut qu'on ait des retouches à faire, ça va refouler. Donc, le nivellement, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon périodique, dépendamment des situations. Le drainage souterrain, ce n'est pas ça. On fait ça une fois par jamais. C'est des tuyaux qui vont pouvoir être dans le sol pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Donc, ça aussi, on veut faire ça par période sèche. On veut les poser à la bonne profondeur, au bon moment. Puis, on ne veut vraiment pas se tromper parce que c'est dispendieux. Puis, parce que, c'est ça, on n'y retouchera plus. C'est très important de faire affaire avec quelqu'un qui est capable de nous conseiller. OK, fait que ça, c'était de loin. On a fait le réseau hydraulique, le drainage de surface, le drainage souterrain. On a regardé la situation, on a parlé un peu de solutions. À présent, on se rapproche, très proche, pour prendre des bonnes décisions. On va regarder, en fait, on va faire des profils de sol pour en apprendre le plus possible sur la texture. Ça, c'est sable, limon, argile, sur la structure, la couleur nous parle beaucoup aussi. Par exemple, le bleuté, grisâtre bleuté nous informe sur l'anoxie, finalement, sur l'absence d'oxygène, sur donc la stagnation d'eau dans le profil, ce qui est un peu l'inverse de ce profil-là qui est très aéré, finalement. Là. Ici, on a du bleu là, à plusieurs endroits. Après ça, on va regarder les racines. Est-ce qu'elles sont capables de profiter de tout le profil ou il y a des zones compactées, fait qu'elles tournent ou elles sont comme pas rondes, plutôt plates. On va regarder ces choses-là. Les vers de terre, on va regarder l'eau dans le profil, où elle coule, est-ce qu'on a une nappe perchée, est-ce que l'eau remonte vraiment du fond, tout ça. Puis on va regarder la nappe phréatique. S'il y a une nappe phréatique le jour où on fait notre profil de ça. Fait que là, il faut faire super attention au risque de contamination. C'est sûr qu'en général, si on a des champs qui peuvent potentiellement être contaminés, on essaie de faire nos profils de sol par temps sec. Évidemment, on nettoie les outils, les bottes et tout ça avec du désinfectant aussi après. Si on est dans un cas avéré, qu'on est sûr que là, il y en a, on peut aussi décider de ne pas faire de profil de sol aux endroits infectés pour ne pas non plus augmenter les chances de contamination.
Ah, ça, je l'ai fait, je l'ai dit finalement. Puis l'idée, c'est qu'en général, l'endroit où on va décider de faire des profils de sol, c'est pour en apprendre le plus possible. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que, admettons qu'on n'a pas de cas d'infection, on va faire dans chaque type de sol un profil où ça va bien et où ça va mal, dans le même type de sol pour comprendre puis essayer de voir les différences. Près de l'exutoire et loin de l'exutoire. L'exutoire, c'est comme je vous disais tantôt, c'est le réseau hydraulique finalement. Fait que on veut voir si il y a une incidence de la position, dans le fond, plus proche du réseau hydraulique, si c'est bien aménagé, souvent ça va être plus sec. Puis mais en tout cas, c'est vrai puis c'est pas vrai parce qu'on peut tout accumuler l'eau qui vient de l'amont, mais l'idée, c'est qu'on en apprend beaucoup sur l'efficacité de la gestion de l'eau quand on en fait loin et près de l'exutoire. Puis évidemment, tout autre endroit névralgique là, où on veut en savoir plus. Fait qu'on peut utiliser une pelle ronde puis une tarière. Aussi simplement que ça, avec notre tape à mesurer, nos doigts, une bouteille d'eau, puis on est capable d'en apprendre vraiment beaucoup. On peut aussi faire des profils de sol avec une pelle mécanique. Dans les deux cas, là, que ce soit à la terrière, à la pelle ou avec une pelle mécanique, c'est important de bien gratter la paroi du profil de sol pour pouvoir dégager dans le fond, révéler la vraie structure parce que ça lisse. Même avec une pelle ronde, on lisse le profil de sol, avec une pelle mécanique aussi. Donc, on va gratter la surface avec une pelle, avec un couteau avant de commencer à évaluer la structure, la compaction, puis tout ce qu'on veut regarder dans le profil de sol. Qu'est-ce qu'on voit dans les profils de sol? Puis là, ça a l'air super quétaine, découvrir un monde caché, mais en tout cas, peut-être parce que je tripe trop là-dessus, mais c'est vrai, on voit tellement de choses qu'on ne verrait pas si on ne creusait pas. C'est qu'on voit des phénomènes qui sont naturels, qui sont anthropiques. Puis là, je vous ai mis deux exemples là, assez différents. Tu sais, ici, on voit que les dépôts meubles, en fait, qui ont été accumulés là, il y a des centaines de milliers d'années, mais ils sont faits ce qu'on appelle littés. Donc, c'est des couches horizontales, ce qui empêche l'eau de bien s'infiltrer là, dans le profil. Mais ça, c'est naturel. Vous comprenez que, tu sais, là, on est rendu à 4 pieds puis on le voit encore. Fait qu'on a comme un défi relié à la position des dépôts meubles qui est en dehors de notre contrôle, mais avec lequel on doit vivre, là. Ici, c'est un peu différent. C'est dans un sol sablonneux, là, dans une culture de pommes de terre, où il y avait vraiment une zone de compaction qui était franche. Puis là, l'eau n'était pas capable de s'infiltrer dans ce sable-là plus bas, alors que si on défait la couche compactée, si on défait la couche compactée, on comprend que ça va bien s'infiltrer. On voit aussi la nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est vraiment l'eau qui remonte dessous le profil. C'est à ne pas confondre avec une nappe perchée qu'on voyait plutôt ici. C'est de l'eau qui coule du haut, finalement. La nappe, elle vient vraiment d'en dessous. Puis, elle peut parfois être très haute, là, surtout, c'est sûr, en période printanière, mais dans des sols où la conductivité hydraulique est faible, où le réseau hydraulique à proximité est inefficace, bien, elle peut rester haute très longtemps dans la saison. Fait que c'est important d'aller creuser pour comprendre où se trouve la nappe phréatique. Puis avec les couleurs, souvent, on voit comment elle se comporte. Par exemple, si là, c'était l'été puis la nappe est super haute, puis vous voyez, c'est très, très bleu dans le fond du profil. Bleu-gris. Donc, c'est anoxique. Il n'y a pas d'air. La nappe est tout le temps là. On a besoin de drainer, là. Après ça, on peut aussi voir des problèmes dans le réseau de drainage souterrain qui est déjà là. Fait que des fois, il y a des enjeux avec les systèmes de drainage souterrain. Par exemple, on peut avoir de l'oc de fer, comme ici. Ça, c'est comme c'est une bactérie qui, avec le fer, là, crée une glu, comme là, dans les drains. Ça peut aussi faire cristalliser le fer, puis faire des dépôts là, le long des pertuis, puis aussi dans les filtres, donc empêcher l'eau de bien rentrer dans le drain. Parfois, on a des racines aussi qui rentrent dans les drains. On peut avoir du sol s'il y a eu un bris. Il peut avoir carrément vous voyez ça, des fois, des trous, là, il y a un drain qui se brise, puis là, le sol rentre comme dans le drain, puis là, il faut aller réparer ça. C'est important de maintenir son réseau de drainage souterrain en bon état, puis de vérifier ses sorties de drain. Moi, je recommande 2 fois par année, si possible au printemps et à l'automne. Des fois, il y a des bestioles aussi qui rentrent, là, puis qui vont détruire des radeaux et tout ça, là.
c'est important de faire le tour. Mettons, puis là, si je vais résumer avant de parler d'artifices qu'on peut mettre en place, il faut donc avoir un réseau hydraulique efficace. Pour ça, il faut que nos fossés soient suffisamment profonds pour faire ce qu'on veut faire. Les fossés, ils peuvent servir à juste gérer de l'eau de surface. Ils peuvent aussi servir à gérer de l'eau souterraine. Donc, un fossé qui a 2 pieds, 2 pieds et demi de profond, il va être suffisamment profond pour gérer de l'eau de surface. Par exemple, un boisé qui se vide dans un fossé ou quand on veut faire circuler de l'eau qui vient de l'amont puis la faire descendre vers un cours d'eau, par exemple, cette profondeur-là va être suffisante. Cependant, si on veut aussi gérer la nappe phréatique avec le fossé, bien là, il faut qu'il y ait une profondeur qui ressemble à celle d'un drain, donc plutôt 3-4 pieds. Fait que c'est ça. Puis si on a des cours d'eau, par exemple, ici, là, c'est un cours d'eau qui a été entretenu par la MRC, qui était plein finalement. Fait que là, on comprend que les sorties de drain, ils étaient rendus, même pas dans l'eau, ils étaient rendus dans la terre. Donc, il faut faire une demande d'entretien à la municipalité et ou la MRC. Fait que, il faut faire le tour de ces fossés, connaître les cours d'eau, puis s'assurer que le réseau hydraulique permet de bien isoler le champ hydrauliquement, puis permet de faire sortir l'eau en aval du champ. Ensuite, l'amélioration du drainage de surface, on l'a vu tantôt, c'est par le nivellement principalement, puis par certains artifices là, que je vais vous montrer tantôt. Même chose, on ne laisse pas aller une zone, une cuvette, on ne laisse pas aller une baissière, on essaye de faire sortir l'eau. Puis, le rabattement de la nappe phréatique, ça se fait principalement par le drainage souterrain et ou par des fossés, des cours d'eau qui sont capables de tirer sur la nappe. Puis tout ça, on le décide en fonction des informations qu'on a prises de loin et des informations qu'on a prises avec des profils de sol pour pouvoir, par exemple, décider de la profondeur des drains, pour pouvoir décider ici, par exemple, d'un maximum de top-sol qu'on va déplacer ou de top-sol qu'on va enlever puis qu'on va remettre. Dans le fond, tout ça est imbriqué un dans l'autre. Parmi les solutions aussi dans notre panier, on a ce que moi j'appelle des artifices. Puis ça, dans le cas du Phytophthora, peut-être que vous allez avoir besoin de ces artifices-là. Je vais d'abord les nommer, puis je vais vous en expliquer quelques-uns. Donc, on pourrait, par exemple, penser à des tranchées filtrantes, des puits d'infiltration, des avaloirs. On pourrait le surdrainer aussi de façon localisée. On pourrait faire des raies de curage, des rigoles d'interception. Puis moi, le sous-solage, là, je le compte un peu comme un artifice parce qu'on ne devrait pas faire ça année après année, là. C'est parce qu'on a créé de la compaction. Donc, pour moi, c'est un artifice aussi. Fait que si je les prends un par un, la tranchée filtrante, ça se rajoute au réseau de drainage souterrain. C'est quelque chose qui va permettre de gérer l'écoulement hypodermique. Donc, il y a de l'eau sur la surface, il y a l'eau de la nappe, mais il y a aussi de l'eau qui coule entre les deux couches, surtout quand on a un sol plus perméable sur un sol moins perméable. Puis parfois, la topographie du champ ne permet pas de vider cette eau-là, par exemple, dans un fossé ou un cours d'eau en aval. Donc, on va aller placer un drain qui va être connecté sur un drain latéral du réseau de drainage souterrain. Donc, dans un point bas, souvent, puis on va le passer par-dessus les autres à 2 pieds et demi de profondeur environ et on va remplir ça de matériel filtrant, par exemple du sable grossier ou ça pourrait être des copeaux aussi, en prenant soin d'en mettre 20 à 30 de plus. Ça, c'est un artifice qu'on rajoute à tout ce qu'on a déjà. Ensuite, le puits d'infiltration, c'est un peu le même principe, mais ça va être, ça ressemble à ça finalement, un puits d'infiltration. Ici, dans le champ à côté, ça, c'est un champ qui est déjà drainé souterrainement, qui est déjà nivelé par exprès en planche ronde un peu parce que c'est extrêmement plat. Puis, ce n'est pas c'est de la culture maraîchère, mais ce n'est pas un sable. Là, c'est plutôt un long margeleux qui a une capacité d'infiltration, mettons, moyenne, on va dire, là. Donc, le producteur avait déjà fait des raies de curage. Une raie de curage, c'est dans le sens de l'écoulement de l'eau puis dans le sens du champ. Une rigole d'interception, c'est dans le sens contraire du champ. Donc, il avait déjà fait des raies de curage et des rigoles d'interception pour que l'eau de surface puisse quitter plus facilement le champ. Mais malgré tout ça, il a décidé d'ajouter des puits d'infiltration, vous voyez ici, à la jonction entre les raies de curage et les rigoles d'interception.
Puis ça, on comprend. Mais là, dans son cas, il a décidé de ne pas connecter l'eau de ces puits filtrants-là à son réseau de drainage parce que son réseau de drainage, il est quand même vieux, là. Puis le taux de rabattement de la nappe phréatique est assez limite. Fait qu'on a pris la décision de plutôt mettre un drain par-dessus les autres drains et d'envoyer ça dans le fossé. Mais vous voyez, donc, on en rajoute parce qu'on trouve qu'avec les changements climatiques, malgré tout, malgré qu'on a travaillé sur les 3 fronts, il reste encore des zones humides. Regardez, il y en a une ici d'ailleurs, une zone humide. Fait que voilà, fait que, on peut faire toutes sortes de choses. Puis si vous ne voulez pas niveler parce que c'est un champ infecté, vous pourriez décider de faire certains artifices localisés dans vos baisseurs si le réseau hydraulique le permet, donc c'est assez profond, pour de façon localisée, soit surdrainer, ça c'est rajouter des drains, ou mettre un autre artifice pour vider l'eau à cet endroit-là précis. Surtout si vous avez peur de niveler puis de répandre le problème là, partout dans le champ. Bon, maintenant, je vais vous faire un exemple là, sur Infosol pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va parler d'eau d'irrigation puis de contamination potentielle. Je vais aller sur Infosol en direct en me disant que ça va bien aller parce que je suis confiante. Quand on arrive sur Infosol, probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient déjà utilisé, mais je voulais quand même vous montrer certaines façons de faire. Puis pour ceux qui débutent, il faut comprendre que c'est un site en ligne qui est disponible pour tout le monde, mais que pour avoir accès à toutes les couches d'informations, vous devez vous inscrire. Fait que ça va être ici avec le petit bonhomme bleu. Là, je me suis pratiquée tantôt, donc je suis déjà connectée. Mais si vous n'êtes pas connecté, il y a moyen ici avec le bonhomme bleu de vous inscrire. Ça prend juste un courriel, c'est très simple. Ensuite, ici, avec l'onglet Recherche, on peut aller chercher un lot en particulier. Là, évidemment, c'est arrangé. Là. Fait que je vais vous montrer déjà un cadastre, un lot. Quand vous choisissez de faire une recherche par lot ou par adresse, ou même par municipalité, vous allez vous retrouver dans votre visuel avec un rectangle comme ça, bleu, par-dessus le cadastre divisé. Ça peut être un peu fatigant, fait que vous pouvez aller l'enlever seulement avec une fois que c'est localisé, là, avec le petit X rouge. Ici, vous avez un fond d'écran qui est toujours proposé, c'est l'imagerie satellitaire de Google. Donc, ça se met à jour avec Google, mais il y a d'autres fonds d'écran, fonds de carte si vous en voulez dans le catalogue. Ensuite, ici, vous avez différents outils, différentes couches d'informations, fait que vous retrouvez presque toutes dans le catalogue. Fait que l'idée, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est ces champs-là ici. Donc, moi, ce que je fais, je mets toujours l'hydrographie ligne. Ça se trouve à être potentiellement les cours d'eau. C'est sûr que ça a été fait par photo-interprétation. Donc, des fois, ce n'est pas tout à fait juste, mais ici, clairement, on a un cours d'eau. En plus, on a une bande riveraine autour. Puis, quand je me permets de mettre la carte hydrographique, ça, c'est la vieille carte, là. Je vois même qu'il y a un numéro là, de cours d'eau là, avec un nom de cours d'eau et tout ça. Fait que c'est vraiment un cours d'eau. Ensuite, oui, il faut que je vous montre l'étang d'irrigation. Il est ici l'étang d'irrigation. C'est ça qui nous intéresse. On veut savoir, est-ce que cet étang-là risque d'être contaminé par le Phytophthora capsicii? Donc, ce qui va beaucoup influencer, comme Isabelle l'a dit dans sa présentation, la contamination de l'étang, ça va être l'eau qui arrive dedans. Pour savoir l'eau qui arrive dedans, ce que ça nous prend principalement, ça va être la topographie. Donc, ici, dans la topographie, on a plein d'outils. Celui qu'on utilise beaucoup, c'est des courbes de niveau au 20 cm. Fait que là, elles vont apparaître. Avec la petite étiquette, on peut les étiqueter. Fait que là, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est le point haut, qu'est-ce qui est le point bas. Donc, on comprend que 74,6, 74, ça, c'est l'élévation absolue en fonction du niveau de la mer. Donc, ça descend par là. L'étang, ici, il est plus haut, par exemple, que ce champ-là ou que ce champ-là. Puis là, vous voyez que ces courbes-là sont disponibles seulement dans les champs. Ce sont des données qui viennent des données LIDAR. Les données LIDAR, ça, c'est un avion qui passe puis qui envoie un faisceau lumineux puis qui calcule le temps de retour. Avec le temps de retour, on est capable de savoir l'élévation dans le champ. Fait que là, dans le fond, ce qui peut être intéressant, c'est savoir quand est-ce qu'il a été pris le LIDAR.
Pour ça, on va cliquer sur les limites des relevés d'élévation, puis on va l'étiqueter. Fait que là, on va savoir que ça, c'est des données LIDAR qui viennent de 2010. C'est un petit peu vieux. Je pense que ça va être mis à jour bientôt, mais l'idée, c'est que ça se peut qu'il y ait eu du nivellement fait là, depuis ce temps-là. Cela dit, on peut arriver à nos fins quand même parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les courbes de niveau au 1 mètre. Les courbes de niveau au 1 mètre, on les a partout. Fait qu'on les a dans le bois aussi. Elles vont apparaître, là, ça ne sera pas long. Fait que là, on se rappelle que notre étang d'irrigation est là, 74, 75, 76. C'est l'eau, finalement, l'eau vient du boisé principalement parce que l'eau voyage perpendiculairement aux courbes de niveau. Puis quand je zoome out, quand je recule, on voit que le point haut, il est ici. Fait que ça descend comme ça s'en va dans le champ, évidemment, ça s'en va dans l'étang. Mais on comprend qu'en amont, donc l'eau qui arrive de l'étang d'irrigation, ben, il ne vient pas d'un champ, puis il vient encore moins d'un champ infecté. Donc, c'est un étang d'irrigation qui est probablement pas, qui n'a pas de potentiel de contamination par le Phytophthora, ce qui est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous avez à choisir des étangs d'irrigation à construire, à aménager, on comprend que ça peut faire partie des critères de décision de choisir de faire des étangs qui sont alimentés par un boisé, autant en eau de surface qu'en eau souterraine. C'est sûr que l'eau souterraine, ça peut être plus compliqué un peu, mais a priori, on pourrait dire que ça ressemble là, au comportement de l'eau de surface. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quelques couches intéressantes comme le modèle numérique de terrain, qui nous permet de comprendre aussi la topographie, puis l'ombrage du relief. Quand on met les deux, ça nous aide à bien voir d'où vient l'eau puis où elle s'en va parce qu'on voit mieux la topographie, donc l'élévation. Puis là, je vais zoomer out pour vous montrer un phénomène. Là. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du travail informatique en arrière de tout ça. Puis, pour que ça puisse bien s'afficher, les données LIDAR et les produits dérivés du LIDAR, comme les courbes de niveau et le modèle numérique de terrain, sont coupés en tuiles de 4 km². Donc, 4 km par 4 km. Fait qu'ici, on comprend qu'on est à cheval sur 2 tuiles. Puis ici, vous pouvez afficher une légende, si vous voulez. Là. On comprend que plus c'est bleu, moins c'est élevé, plus c'est rouge, plus c'est élevé, puis le vert est plus haut que le bleu. Mais tout ça, oh, pardon. Excusez. Ça, voyons. Excusez. Je vais l'enlever de là. Tout ça à l'échelle du 4 km. Là. Donc, c'est pas vrai que ça, c'est plus bas que ça. Vous comprenez? Ça, c'est plus bas pour sa tuile à lui. Puis ici, on est plus haut par rapport au champ là-bas. Donc ça, c'était pour vous montrer le modèle numérique de terrain et l'ombrage du relief. Ça peut être intéressant. On a aussi l'écoulement. Je vais enlever un petit peu d'informations. On a juste à cocher sur l'œil pour enlever l'information. On va mettre les tracés d'écoulement. Les tracés d'écoulement, ça nous montre par où l'eau coule selon les données LIDAR. Fait que là, on le voit bien. Ce qu'on avait vu tantôt, ce qu'on avait comme interprété, bien là, on le voit mieux parce que les lignes rouges, ça serait l'écoulement de l'eau. Fait qu'on voit bien que notre étang d'irrigation qui est ici, bien, il ne reçoit pas d'eau de champ, là, ce qui est une bonne nouvelle. On peut mettre les cuvettes aussi. On voit qu'il y a potentiellement une cuvette ici, ici aussi. Tout ça avec des données LIDAR de 2010, fait que c'est peut-être plus à jour là, si le producteur a fait du nivellement. Après ça, avec l'outil ici, la petite clé, là, on peut faire des profils de sol, des profils, je vais vous en faire des profils altimétriques. Par exemple, si on veut savoir c'est quoi la pente dans le sens du... Bien là, c'est peut-être pas le sens de la culture, mais dans le sens de l'écoulement de l'eau ici, on double-clique, puis il va nous produire un profil altimétrique. Fait que ça peut être intéressant aussi. On a le pourcentage de pente, on a la longueur. Fait que ça peut nous aider pour différentes choses, là. Entre autres, l'orientation des drains, puis si on veut aussi savoir si notre fossé va passer ou si on doit passer à travers une butte et tout ça.
Fait que voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer sur InfoSol. Je crois que j'ai utilisé un petit peu moins de temps que prévu, mais ça pourrait laisser juste plus de temps pour les questions. Si c'est Tu veux-tu correct, montrer Alex. les plans de drainage, tant qu'à faire, vu qu'on a du Ah, temps? ben oui, bonne idée. Je vais juste enlever un petit peu de stock. On comprend que pour enlever du stock, il faut juste décocher des couches ici. Si vous voulez voir les plans de drainage, c'est les plans qui ont été subventionnés par le MAPAC dans les années 70 et 80. Ça va long. Plan de drainage. Vous avez juste besoin de cliquer ici pour ouvrir la couche. Puis ensuite, vous utilisez ici le I avec la petite flèche. À ce moment-là, par exemple, si on veut voir le plan qui est dans ce champ-là, on clique dessus, puis ça va nous ouvrir cette fenêtre-là ici, puis on va pouvoir downloader, télécharger le plan de ce champ-là. C'est ouvert sur mon autre fenêtre, mais je vais vous montrer. Je vais juste le laisser arriver. Fait qu'à ce moment-là, on peut voir les plans de drainage des champs à proximité. Fait que ça peut être intéressant pour voir. Des fois, il y a des informations sur les profils de sol aussi, mais l'écartement, la position des drains, il faut faire attention parce qu'il y a toujours des drains qui sont prévus, donc comme par exemple ici en grisé, puis il y a des drains qui sont effectivement posés. Les drains effectivement posés, dans ce cas-ci, sont en couleur. Fait que là, on comprend qu'en 79, ils ont posé 5255 mètres, puis c'est en rouge. Puis en 81, ils ont posé 2090 mètres. Fait qu'il y a des drains qui n'ont pas été posés, là. Les drains en gris ici n'ont pas été posés. Mais ça peut donner une idée si vous avez du drainage à faire chez vous. Ils ont quand même pris des décisions dans ce temps-là d'écartement. Par exemple, si c'est 55 pieds, 62 pieds. C'est ça. Fait qu'il y a des écartements qui sont là-dessus. Puis des fois, il y a des informations aussi sur le profil de sol qui a été fait dans le temps. Puis, c'est sûr que dans le temps, quand ils choisissaient un écartement, il y avait peut-être des enjeux qui étaient différents des nôtres. Peut-être que la production, ce n'était pas nécessairement de la production maraîchère. Dans le fond, tu sais, j'ai passé vite sur le choix de l'écartement des drains, mais ça dépend des facteurs qui sont intrinsèques au sol, comme la conductivité hydraulique au-dessus et sous les drains. Et ça dépend aussi d'un choix qu'on fait de taux de rabattement voulu de nappe phréatique en centimètres par jour. Dans le foin, dans le temps, là, il parlait plus de 30 centimètres par jour. En production maraîchère ou en production de grandes cultures biologiques, mettons, là, des fois, on parle de 60-65 centimètres par jour. C'est le double. Donc, ça diminue l'écartement entre les drains. Le but, c'est de pouvoir retourner dans le champ plus rapidement après un événement pluvieux. Fait que malgré qu'il y ait un écartement dans un champ voisin, ça ne veut pas dire que cet écartement-là, il satisfait les besoins actuels. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir posé des questions. Merci aux conférencières pour leur présentation. Et donc, au nom des présentatrices et du comité organisateur, je vous remercie d'avoir assisté au webinaire. Je vous souhaite une belle journée.